toutes et à tous. Émission Au-delà du miroir aujourd'hui avec Monique Virolaude. Elle est écrivain, elle est sophrologue, elle est tabacologue. Elle a écrit Comment vaincre la peur aux éditions du Relier. Nous l'avions accueillie pour cette émission, je crois, en 2013. Elle donne des conférences sur la méthodologie théorique et pratique qu'elle décrit dans ses livres. Elle est peintre aussi, elle illustre la poésie de Saint-Jean-Perse. Nous l'avons par téléphone aujourd'hui parce qu'elle est dans le sud de la France. Bonjour, Monique Virolaude. Vous m'entendez ? Oui. Oui, ben moi aussi. Donc bonjour Monique Virolaude. Je vous ai mis à l'antenne. Merci. Bonjour. Donc, en tout début de votre deuxième livre, vous dites que dans votre livre précédent, votre livre de base, qui s'appelait Comment vaincre la peur, nos structures, leur rôle, leur nature et leur matière ont été décodées et analysées. Il a fallu déchiffrer ce terrain psychique. C'est la première phase, elle est incontournable. Donc, ceux qui voudraient connaître votre deuxième livre, Quand le souffle traverse un point douloureux, ou étude phénoménologique, l'esprit heureux du souffle, est-ce qu'il faut vraiment qu'ils aient lu le premier d'abord ? C'est-à-dire que je me suis efforcée dans le second de faire une synthèse un peu rapide peut-être du phénomène, du mécanisme. Alors on pourrait peut-être le rappeler dans cette... psychique quand même. Hein. Donc le deuxième livre va nous donner des outils pour nous permettre à notre élan vital d'émerger. Mais si on peut revenir un peu sur le premier. Oui. Donc le premier. Je peux revenir sur le premier. Je répète, de toute façon, les personnes qui liront le second ne seront pas désorientées complètement quand même, il faut le dire, puisque j'ai fait l'effort de rappeler un peu le mécanisme des 5 structures. Simplement vous dire que je considère l'énergie comme une matière et je considère le souffle comme une puissance dynamique. Donc en fait, c'est la rencontre d'une matière, déformée par le mental, qui est soit trop lourde, soit trop impulsive, qui va être gérée par la puissance du souffle. Pour être très synthétique, c'est vraiment la rencontre de ces deux éléments hétérogènes, la terre et l'air. Après, en rentrant davantage dans la psychologie, on va dire que nous avons été déchirés par la peur. Tout individu a été traversé par la vibration primitive de peur de la mort, qui s'est transformée en fait en peur psychologique, comme peur d'être abandonné, peur du manque, peur du vide, enfin toutes les peurs que l'on peut énumérer. Et notre petit cerveau frontal donc a réorganisé cette peur primitive en histoire. Donc la première phase, c'est de reconnaître l'histoire que nous avons choisie, entre guillemets, ou qui nous a choisis. Il y a donc 5 scénarios. Alors attendez, là vous dites l'histoire que nous avons choisie ou celle qui nous a choisis. J'aimerais que vous vous arrêtiez là-dessus. C'est-à-dire que avec l'ère du langage, le cerveau frontal a réorganisé la peur. Et selon l'histoire de chacun, nous avons pris une histoire, mais nous n'avons pas eu conscience. Notre sensibilité s'est inscrite dans 3 histoires possibles. Des histoires peut-être dont nous avons hérité de nos parents, des histoires que nous essayons de réparer. Et donc la sensibilité s'est réorganisée en 3 histoires, des structures basses qui occupent la partie inférieure du corps, l'abdomen, puisque c'est là que gît la peur au ventre, elle est là. Donc il y a 3 histoires possibles, 3 structures basses possibles, 3 scénarios possibles. J'ai peur d'être abandonnée, c'est l'histoire maso, c'est la structure maso. J'ai peur du vide, j'ai peur du manque, et je vais accumuler, c'est la structure orale. J'ai peur de la vie, parce que j'ai été complètement traumatisée, c'est la structure schizo, donc je serai dans la fuite en permanence. Au moment où il faudra que je m'engage, je ne serai plus là.
Donc en fait, voilà le premier élément, le premier décodage psychique, si je puis dire. Les structures basses, celles qui ont tenté de réorganiser la sensibilité et en ont fait des histoires. Voilà ce que contient le premier livre, en fait. Oui, alors ces structures, vous avez pris ça des travaux de Reich. Voilà, ce sont les structures caractérielles de Wilhelm Reich. D'accord. Et vous avez aussi beaucoup étudié, beaucoup aimé Bachelard. Voilà, l'imagination de la matière de Bachelard. Par contre, lui, j'ai souri quand j'ai lu ça. Dans l'imaginaire de la matière, il dit « Il manquera à cet ouvrage un ouvrage sur le souffle et la respiration ». Et je crois que c'est là que je suis intervenue. Ça m'avait fait rire quand j'avais lu ça. Oui, parce que votre ouvrage parle du souffle, le souffle qui traverse un point douloureux. Alors ce point douloureux, est-ce que c'est un point que l'on ressent dans son corps? Est-ce que ce sont ces moments où on a des points douloureux dans le corps qui essayent de nous transmettre un message? Oui, voilà. En fait, comment dire, tout est à base de matière. L'énergie, lorsqu'elle est refoulée dans cette partie basse du corps, elle a deux options, ou elle est pulsionnelle ou elle est pétrifiée. Et souvent, un point douloureux est une matière pétrifiée. On peut d'ailleurs localiser le point douloureux, c'est le premier signal. C'est la première transformation de la peur. C'est intéressant, un point douloureux, parce qu'on peut le pénétrer, on peut localiser la peur et on peut le modifier. Et on modifie la peur en même temps, simultanément. Donc, dans un premier temps, on localise la peur, soit dans la région abdominale, en principe elle est souvent là, soit au niveau diaphragmatique, là aussi c'est un point très sensible, soit au niveau émotionnel, soit au niveau d'une pensée qui nous tourmente. Donc ce point douloureux, c'est une énergie pétrifiée que le souffle va s'amuser à traverser, va s'amuser à découper par les respirations transversales saccadées par exemple, va s'amuser à étirer, puisque c'est un point comprimé, c'est un point introverti, c'est un point pétrifié de douleur, peut-être, en fonction de l'histoire, non? Et là, la verticale va l'étirer et va justement nous amener vers une idée de hauteur. Ou bien la respiration transversale, autrement dit horizontale, va l'étirer vers l'apaisement, vers l'horizontalité, bien sûr. Voilà, ce sont des jeux du souffle qui vont nous amener à couper court au circuit de la pensée. Alors j'ai évoqué cette sensibilité-là, il faut commencer par elle, il faut la réaménager. En fonction de cette déchirure, il y a un chaos énergétique dans la partie abdominale, il faut donc le lisser. Et ce sont les points douloureux qui vont nous donner, je viens de le dire d'ailleurs, la première porte à franchir. Ensuite, pour établir quand même une homéostasie, si je puis dire, un pseudo-équilibre, le cerveau frontal a perché des histoires au niveau intellectuel. Donc, il a imaginé deux scénarios, tels le scénario de la structure psychopathe et le scénario de la structure rigide. Ça, c'est dans les structures hautes, c'est-à-dire plutôt au niveau du mental, là-haut, dans le cerveau, quoi. Voilà, c'est l'intellectualisme, en fait. Donc, nous allons osciller de bas en haut, de haut en bas. L'énergie va suivre ces circuits. Alors, petite structure basse, nous allons nous agripper à une structure haute, nous-mêmes, puisque nous avons nous-mêmes deux structures, une basse et une haute, et nous allons sans arrêt être dans ces oscillations, d'où l'expression que nous connaissons, des hauts, des bas, je suis bien, je suis pas bien, et voilà. Donc je pars de ma sensibilité blessée, ou structure maso, je suis victime, ou structure schizo, j'ai peur, je m'en vais, ou structure orale, je crains le vide et le manque, et je vais vite m'accrocher à une structure haute pour me sauver du naufrage. À ce moment-là, je vais choisir dans mes relations amicales, conjugales, une structure haute qui
tentera de me sauver de cette perdition, de ce gouffre, de cet abîme. En vain. Bon, on reviendra sur les structures hautes et basses. Voilà. Je reviens sur le souffle, là. Finalement, ce souffle qui va servir à libérer les traumas, c'est-à-dire les douleurs. Est-ce que finalement, c'est justement parce qu'ils n'arrivent pas à passer à travers ces douleurs que les douleurs sont là? Et le fait de prendre conscience qu'on a une douleur quelque part, si on y envoie le souffle et que le souffle puisse y passer, ça détruit la douleur. Est-ce que ça serait pas finalement toutes ces petites douleurs qu'on a en nous, qu'elles soient dans un endroit ou un autre, pas forcément dans le ventre ou ailleurs, est-ce que finalement c'est pas simplement parce que le souffle ne passe pas à cet endroit-là? Exactement, c'est une énergie qui n'est pas libre, qui n'est pas libérée, et qui est enfermé. C'est un système mental clos qui enferme l'énergie. Donc le souffle et l'imaginaire d'ailleurs, et l'imagination, et là je rejoins Bachelard, ces deux outils ont le don de traverser la douleur considérée comme matière. Effectivement, un point douloureux s'ouvre au souffle, il s'ouvre au tracé du souffle, comme je le disais précédemment, qu'il soit vertical, horizontal, ou que ce soit la posture intérieure. Voilà, des figures géométriques aussi qui vont arriver, qui vont étirer cette représentation que nous avons de notre posture entre terre et ciel. On va l'écouter, Bachelard, pas longtemps, mais on va écouter sa voix. Il a un super accent. On va écouter sa voix, parce que Bachelard, il nous a quittés, je crois, dans les années 60, 66. Ouais. Donc, juste un début de sa voix pour juste nous le rappeler un peu. Ça va durer 2 minutes. Merci. Une petite pièce encombrée de livres à côté de la place Maubert, c'est le repère d'étudiants de Gaston Bachelard, 80 ans, philosophe français. Ses cours à la Sorbonne ont fasciné des générations d'étudiants. Ses livres ont réussi à faire rêver à la fois, peut-être ensemble, les mathématiciens et les poètes, et le collège un peu austère des philosophes, ses confrères. Il y a quelques jours, il a reçu le prix national des lettres, et la grande presse s'est emparée de lui. Nous, si nous avons osé l'interroger, c'est d'abord parce qu'il est toute bonté de cœur et tout sourire. Et c'est aussi parce qu'il ressemble aux philosophes tels que nous en rêvions quand nous étions enfants. Est-ce que vous appelez maître d'abord, dites-moi? Est-ce que vous tenez à ce qu'on vous appelle maître? Non, pas du tout. Jamais. Ah bon? Non, appelez-moi Gaston Bachelard, c'est tout. Oh non. Si pas monsieur le professeur. Moi, je pas de blague, non, c'est fini. Ah bon? Je suis un homme absolument dans la liberté. Non, tout le monde m'appelle Bachelard, quoi. Voilà. Non, pas trop de maître. À cause de mon intervention, bien sûr. Non. Quand nous sommes arrivés tout à l'heure, vous écoutiez la radio. Est-ce que l'actualité vous préoccupe beaucoup? Elle me semble indispensable. Ma fille m'a acheté un transistor et je prends tous les flashs depuis 7h30, n'est-ce pas, jusqu'à 9h du soir. D'heure en heure, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en 3 minutes, j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi, n'est-ce pas? Et que le monde m'apporte des nouvelles de l'univers. C'est parfait. Je ne peux pas m'en passer. C'est pas forcément des événements importants. Ah ben oui, c'est des événements au moment où ils se produisent. Et sans beaucoup de commentaires. Quand j'écoute quelquefois des commentaires, ils me déçoivent souvent. Alors les faits me suffisent. Et puis moi, je fais mes pauvres commentaires à ma façon. Voilà, donc c'était intéressant Comment vous l'avez rencontré, Monique Virelot, de ce fameux Gaston Bachelard? Je me souviens pas. Vous vous souvenez pas? Oui, il est mort en 62, 1894. Mais c'est cet accent qu'il avait et cette bonne tête de Père Noël, de philosophe, comme le dit le psycheur, comme on aurait aimé, comme on voit parce que vous parlez de Bachelard, donc on va revenir dans vos structures.
Dans la première émission qu'on avait fait, je crois que c'était en 2013, si ma mémoire est bonne, vous disiez que vous aviez été confronté tout au long de votre vie à des échecs. Des échecs à répétition, et que c'est grâce ou à cause de ces échecs que vous avez découvert que le souffle finalement est important. C'est pas par la sophrologie finalement. Quel intérêt, enfin quel rapport entre la sophrologie que vous avez étudiée et ce que vous donnez maintenant comme cours en ce qui concerne ce travail sur le souffle? Il n'y avait déjà pas ce découpage des structures. Il y avait quand même l'importance soulignée du souffle, c'est vrai, et de la détente. Mais j'ai trouvé que ce décodage mental était fondamental. J'ai trouvé que personne ne parlait de l'ego. Et je pense que de présenter l'ego sous forme de structure, avec leur avidité, avec leur rapport de force incessant, avec ses hauts et ses bas dont je parlais à l'instant, ça donnait quand même la mécanique de l'ego. Et là, je suis entourée de personnes qui suivent mes cours le lundi soir. Elles prêtent une oreille attentive d'ailleurs. Si vous les interrogez, bien sûr, vous les interrogerez, ou bien elles participeront elles-mêmes. Mais souvent, elles disent que l'existence des structures leur ont permis de prendre une distance avec le quotidien, avec les relations étonnantes. Et c'est ça, en fait. Il faut avoir ce regard sur la théâtralisation des structures en soi et chez les autres. Autrement, on tombe dans les mêmes mécanismes. Et justement, si j'ai évoqué mes échecs répétitifs, c'est parce que moi-même, j'étais en proie à deux structures très intenses. J'étais menée par le bout du nez de ma structure basse, la structure maso, et quand elle s'effondrait, parce qu'elle s'effondrait, elle était toujours victime. Alors, on dit quand même que vous n'étiez pas masochiste, que ce sont des structures. Ça voulait pas dire pour autant que vous étiez masochiste. C'est juste la structure qui l'était. Voilà, c'est une partie. Si vous voulez, l'être est derrière. Mon être est derrière. C'est une façade, c'est le personnage, c'est une théâtralisation inconsciente, bien sûr. Mais il y a toujours l'être. C'est pour ça que quelquefois, dans mes groupes, lorsque je taquine des structures, les personnes savent bien que je ne porte pas atteinte à leur être. Au contraire, c'est pour mieux décoder le fait qu'il y a l'être qui observe en elle, qui est là, prêt à s'exprimer, prêt à exister. Au fur et à mesure d'ailleurs qu'elles décoderont le mécanisme des structures, elles se rapprocheront de leur être. Donc, pour terminer, j'étais donc en proie à une structure basse maso, donc échec, pour bien nourrir ma structure, mais parallèlement, j'étais tirée vers le haut par ma structure psychopathe, au sens non pas psychiatrique, mais beaucoup plus banalisé, c'est-à-dire, d'après ce que dit Reich, c'est un peu je brille, voilà, c'est un peu Louis XIV, si vous voulez, voilà, je suis le plus beau, voilà. Donc, cependant, je me cultive quand même. Mais je reste dans l'ombre parce que l'énergie que je retire de cette recherche, elle me sert à moins souffrir de ma structure maso. Donc, il y a des échanges incessants, mais qui ne me gratifient pas, en fait, qui me sortent du néant pour m'y laisser retomber. Voilà, donc j'étais en proie à une structure maso et en haut à une structure psychopathe. Je brillais, mais après je redevenais terne. Et vous deveniez plus terne encore que vous ayez brillé, c'est-à-dire que plus vous avez brillé, plus après vous étiez terne. Ah oui. C'est aussi ça qui fait. C'est la plus grande. Alors, donc on essaye de comprendre un peu. Donc, Bachelard, il disait qu'il fallait puiser dans l'imagination de la matière. J'essaye de résumer un peu ce que j'ai compris de votre livre. Quand nous venons au monde, nous sommes des êtres complètement bien. On voit comment l'enfant, il est mou. Enfin, il arrive à jouer avec ses pieds. Il a toutes les possibilités devant lui. Puis il va petit à petit, pour devenir droit, pour se verticaliser, il va se rigidifier par rapport
aux événements qui vont arriver dans sa vie. Oui. Et il y a une phrase très belle dans votre premier livre qui disait que on se sent submergé par la beauté sauvage de l'énergie de la peur. Alors on se fait des histoires et donc par rapport à cette première peur, cette peur primordiale, la première, on va mettre en place des structures qui sont pour vous la structure maso, c'est-à-dire quelque part où vous aimez à vous faire du mal, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous devriez réussir, quelque part il y a une petite voix en vous qui vous ramène c'est pas pour toi, etc. Donc on serait défini par des structures qui sont ou en bas ou en haut. Pour les femmes, je pense qu'on serait plutôt en bas qu'en haut, hein. Pardon ? Pour les femmes, nous serions plutôt en bas qu'en haut. Oui, absolument, parce qu'on est beaucoup plus proche de la souffrance. On est beaucoup plus soumise. Soumise en plus, oui, toute l'histoire est là, oui, des femmes. Mais maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont en structure haute. Hein. Ouais. C'est pas mieux, hein, c'est pas une avancée. Alors, pour essayer de résumer, c'est la première émission, parce que l'intérêt, c'est de parler de ce qui se passe dans le livre qui va arriver. Donc, par l'apprentissage de l'immobilité et de la méditation, mais aussi de la conscience du souffle, à côté de ce fameux corps de souffrance qu'on a mis en place quand on était enfant, va s'élaborer un corps sensoriel avec une conscience en dehors de la peur primitive et de l'histoire. C'est ce que vous essayez de faire. Voilà. Si vous voulez, j'ai transformé les structures basses en matière. C'est en ça que je suis influencée par Bachelard. Donc, j'ai imaginé que ces structures basses étaient une matière molle, qui n'arrivait pas à exister, qui ne connaissait pas la verticalité. Donc, c'est le refoulé. C'est un manque de forme. Elles ne sont pas aptes à former des idées. Il leur faut le secours des structures hautes. Oui, parce qu'elles sont complètement, on pourrait dire, dans le bas du corps, hein, en dessous du diaphragme jusqu'au coccyx. Oui. C'est toute cette partie-là, hein, c'est tout le ventre, les intestins. Oui, et au fil de mes ouvrages, si vous voulez, j'ai insisté beaucoup sur la bande diaphragmatique, parce que c'est le pont qu'il faut traverser pour connaître la lumière. Alors, ces structures basses ne connaissent pas la lumière, elles sont dans l'obscurité. Elles sont dans l'obscurité, mais elles sont surtout aussi dans la matière, aussi dans la terre. Voilà, elles sont dans la matière molle. Donc le souffle va commencer par lisser le chaos qui est là dans la sphère abdominale. Donc pour ça, il y aura les respirations transversales, puis les respirations transversales saccadées. On est en train de pulvériser les points douloureux, les oscillations. On est en train de lisser tout ça au niveau abdominal. On commence par là. Est-ce que tout à l'heure vous pourriez faire un exercice, donner un tout petit exercice, peut-être le premier qui est sur votre CD, là, l'exercice de la chaise qui dure pas longtemps. Est-ce que vous pourrez nous en donner un ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Juste un souffle musical. Je dis bien un souffle parce que nous sommes dans le souffle. Merci. Voilà, là, vous aviez le souffle de l'eau, hein, la mer et le souffle. Oui. Le souffle de la flûte, puisque l'intérêt, moi, ce que je comprends finalement dans l'essence de votre livre, c'est que on vient au monde en soufflant et on quitte le monde en expirant. Donc,
être plus conscient de son souffle, être plus conscient aussi de la matière. Donc vous nous ramenez beaucoup dans la matière et vous vous servez donc de notre conscience, c'est-à-dire des structures hautes pour avoir conscience de la matière, ce qu'on a tendance à oublier dans notre société, être plus conscient de son corps de manière à ce que tout ce qui est émotion et sensation soit découvert. Puisqu'il semblerait qu'il y ait toujours un conflit permanent des structures basses de l'un avec les structures hautes de l'autre, mais aussi avec nos propres structures, puisqu'on a nous-mêmes des structures basses et hautes. On n'est pas qu'une seule structure. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai parlé des structures basses comme étant molles, mais j'ai pas dit, et il faut le dire, que les structures hautes sont dures. Elles sont cassantes, par exemple la structure rigide. Vous pouvez imaginer quelqu'un avec la morphologie raide, la nuque raidie, les mâchoires serrées, toute l'énergie est portée dans la partie haute du corps. Voilà, la verticalité est raide, est raidie, parce que tout est mentalisé là. Il y a deux structures hautes qui sont la paranoïa, c'est ça Oui, c'est vrai, oui, c'est la grande peur, la paranoïa. Hein. Parce que, attention, n'oublions pas que les structures ont peur. En fait, ce sont nos mécanismes défensifs. Hein. Ce sont nos mécanismes de défense, les structures. Elles attaquent et elles sont attaquées. Donc, en fait, et c'est la dualité. C'est en ça que je disais que là, l'ego est assez illustré, parce que c'est la dualité entre le bas et le haut, entre le mou et le dur. Donc, le souffle va être l'outil princeps pour réconcilier ces deux parties antagonistes. Elles ne doivent pas être antagonistes. Elles doivent se relier. Elles ne doivent pas créer une émotion, un tourbillon au niveau cardiaque. Au contraire, elles doivent être complémentaires. Sur l'inspire, eh bien, l'inspire va faire monter la structure haute et l'expire va faire descendre la structure basse. C'est un peu ça que je développe dans le second livre. Je dis que j'aiguise les outils. Alors, j'aiguise l'inspiration et j'aiguise l'expiration. Il faut que l'inspire, je la connaisse comme porteuse d'abondance, de hauteur, de volume. Et d'ailleurs, je le vois dans les groupes, dès que les personnes font de grandes inspirations, le matin par exemple, en levant les bras, elles disent aussitôt dans la journée, je me sens mieux. Mais bien sûr, c'est autant de messages donnés à l'inconscient. Je répare ce qui est affaissé. Je monte vers la lumière. C'est bien ça le principe de l'humain. C'est de monter vers la conscience, vers la lumière. Tous les traits, si vous voulez, sont vivants. Les tracés du souffle sont des expressions vivantes. Je me réfère beaucoup à l'art abstrait, puisque je suis peintre, vous l'avez souligné. Et un tableau abstrait, c'est un tableau de lignes de force. Mais nous sommes un tableau abstrait à l'intérieur. Lorsque nous allons vers la structure haute, le tracé est vertical, il est plein d'espérance. Et lorsque nous faisons un tracé horizontal, vous le voyez dans les tableaux de Rothko ou dans les tableaux de Stahl, à ce moment-là, vous avez un apaisement, où vous sentez la ligne de force, en tout cas, du tableau, peu importe. Donc, c'est ce que j'expliquais ce soir, d'ailleurs. C'est pas dans le second livre, mais je peux faire juste une aparté, là. C'est dans le diaphragme que se forment ces traits, ces lignes de force. Donc, nous travaillons la sphère abdominale, nous travaillons beaucoup le diaphragme, et à partir de là, l'émotion va être modifiée, la pensée va être modifiée. Mais le tout, c'est de réunir structure basse et structure haute. Déjà de se sortir de leur mécanisme, et après il faut que le souffle traverse la matière et il faut que la matière soit transportée par le souffle. Alors vous dites aussi qu'il ne faut pas nourrir la structure de l'autre, puisque finalement il semblerait que chaque échange avec d'autres personnes, c'est toujours pour nourrir la structure de l'autre, c'est-à-dire la nôtre. Ouais. Donc essayer de prendre conscience de ça et d'en sortir, et à la place de la réactivité, on veut avoir raison, on veut pas avoir tort, ou on est toujours en train de se plaindre. On va apprendre le vide, c'est-à-dire retourner dans l'immobilité, savoir se taire, ça c'est très important, savoir être dans le silence pour être à l'écoute
de ce qui se passe en soi pour justement sortir de ces structures qui gèrent, ces structures étant commandées par l'ego, on est d'accord? Voilà. C'est un tourbillon, c'est un chaos. L'énergie est affolée. Une fois elle est en haut, une fois elle est en bas, et ce qui traduit nos incertitudes, nos rapports de force, notre agressivité, nos conflits, puisqu'il faut des conflits pour réactiver les structures et l'énergie des structures plutôt. Donc dans un premier temps, vous parlez de la chaise, il y a donc un premier dépôt, ce qui va nous amener d'ailleurs au dépôt énergétique, millénaire, collectif, que nous avons tous en nous. Donc, la première expérience sensitive, c'est le dépôt du corps sur la chaise ou sur le lit, enfin peu importe, ou même debout. Mais en tout cas, entrer en contact avec la matière. Vous voyez, on ne s'en sort pas de cette matière. Hein. Et non, nous sommes des êtres incarnés. Voilà. Donc, nous allons nous déposer sur la chaise. À partir de là, c'est l'énergie qui se dépose. Et je vois, en début de séance, quelquefois, je vois des visages contractés, je vois des tensions dans les gestes, dans les mouvements, dans la parole. Et en fin de séance, je vois des visages beaucoup plus ouverts, le corps qui se pose, qui est présent là. L'énergie s'est déposée. Donc, la première phase incontournable, avant tout exercice respiratoire, c'est le dépôt de l'énergie. Du haut, il faut qu'elle descende en bas. Comme, je ne sais pas si c'est Durkheim qui en parle, ou je ne sais plus qui c'est qui dit la méditation, c'est le dépôt du phanta au fond du verre. Eh bien, nous nous déposons sur les points de contact avec la chaise, avec le support. Et à partir de là, ce que j'explique aussi dans ce livre, c'est qu'à partir des points de contact avec le support, on va créer l'enveloppe de sécurité. Parce qu'en fait, cette énergie, elle est un peu comme l'eau, elle a besoin d'une forme, elle a besoin d'un contenant. Et j'ai eu donc l'idée de cette enveloppe de sécurité, qui fait qu'on a l'impression d'être dans un petit coin, dans un abri. Un cocon. Voilà, comme ces souvenirs d'enfance que l'on a blottis quelque part dans un coin. Donc la première étape, c'est bien ça, c'est le dépôt du corps sur les points de contact avec la chaise. Mais c'est de revenir vers son corps et d'en prendre conscience. Il y a un message internet qui me demande est-ce qu'à l'expiration, on rejette la souffrance? À quoi, Alain? Est-ce qu'à l'expiration, on rejette la souffrance? Oui, bien sûr, on l'évacue. Voilà, donc on revient sur notre histoire. Donc, la prise de conscience déjà vous dites dans votre livre à la page 24, le nouveau livre, que nous sommes gouvernés par des forces désordonnées sans conscience. Et l'intérêt, c'est donc de prendre conscience que nous sommes gouvernés par ces forces désordonnées qui sont sans conscience, d'en prendre conscience et de les dépasser, on est d'accord? Voilà, de les dépasser, de les rencontrer simplement. Juste de les rencontrer. Souvent d'ailleurs, nous réparons, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je n'ai pas développé, mais souvent nous réparons la structure de nos ancêtres. C'est-à-dire que souvent, alors moi je vais citer mon exemple, comme ça c'est plus clair, mais j'avais une maman avec une structure maso et mon papa avait une structure psychopathe tendance rigide. Donc voilà, j'ai fait un équilibre. Donc bien sûr, alors ma mère avait une structure maso dominante et mon père avait une structure haute, psychopathe tendance plutôt rigide, même dominante. Donc la structure basse de ma mère était attirée par la structure haute de mon père. Et la structure haute de mon père avait bien senti dans la structure basse de ma mère une proie intéressante pour sa structure. Je ne sais pas si vous m'avez suivi là. Oui, tout à fait. Oui. Bien. Donc moi j'ai réparé. J'ai pris la structure de ma mère, la structure maso, et quand même j'ai aussi pris la structure psychopathe de mon père. Voilà. Et je me suis débrouillée dans ces rapports de force là, dans des injonctions
dans des paroles que je ne comprenais pas là, pendant toute mon enfance, j'ai oscillé entre ces deux structures dont ils n'avaient pas conscience, bien entendu. Je ne vais pas leur en vouloir. Hein. Ce n'était que des mécanismes pour eux. Comme d'ailleurs eux-mêmes avaient réparé sûrement ou avaient pris le contre-pied des structures de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est un héritage qui se transmet. Ça ne se fait pas que dans les familles, puisque vous dites aussi que ces mêmes rapports dominants-dominés se retrouvent donc dans les familles, mais aussi dans les associations, dans les partis politiques. Il n'y a que des stratégies pour prendre le pouvoir sur l'autre. La bipolarisation commence là, et avec elle, la colère, la jalousie, la rancœur. Nous sommes habitués intérieurement et simultanément. Nous sommes habités par des images intraitables qui interdisent, qui renoncent et nous réduisent à des histoires fixées par la mécanique guerrière des structures et à des images intérieures défensives, corrosives, qui croquent, qui avalent, qui engloutissent tout terme vivant. Vous dites aussi qu'il ne faut rien attendre de la société, qu'elle fait le lit de deux systèmes mentaux, que sa structure orale en bas attrape, entasse, avale les morceaux, que sa structure rigide en haut, menaçante, les brandit tout en se chargeant de broyer toute sensation vive, naissante. Vous dites qu'on est dans une société à structure haute et basse qui fait qu'on alimente sans le vouloir un système qui va à notre perte. Voilà, qui va nous détruire, qui nous détruit d'ailleurs. Hein. Parce qu'en fait, le bonheur pour la structure orale de la société, c'est de consommer, consommer, avaler, avaler. Le bonheur est un objet extérieur à nous, ce qui est archi faux. Et avec une insatisfaction permanente, puisqu'on n'en aura jamais assez. Non. Et en haut, si vous voulez, elle est rigide. Donc ça veut dire qu'elle ne reconnaît même plus la compétence, elle jette. En fonction, bien sûr, d'un système capitaliste quand même qui est bien avancé là. Hein. Donc il n'y a plus de compétence, il n'y a plus d'humanité. On prend, on essore et on jette. Voilà la structure rigide. Nous avons exactement la représentation de deux structures autour de nous dans la société. Alors comment faire pour sortir de ces structures-là ? Alors, il ne faut pas prendre mon modèle sur la société, bien sûr, il faut essayer de se faire une place intérieure. Vous voulez vous faire une enveloppe de sécurité pour justement ne pas tomber dans ces travers ou de structures basses ou de structures hautes, mais de rester finalement comme un bébé tranquille au départ, quand il avait... Un bébé parce qu'il est inconscient. Oui, mais je parle du corps, moi, hein, ce corps qui n'a pas encore été meurtri. Oui, déjà, ce serait une bonne chose. De se sucer les orteils, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, comme un bébé avec cette innocence, mais quand même, j'y ajoute la conscience, hein, là, vraiment. Et la joie, parce que vous m'avez dit que c'est très important, la joie. Ah oui. Et qu'on ne peut pas être dans une société de joie si on est dans l'accumulation, l'avidité. Et... c'est pas possible, hein, ça ne peut pas nous rendre heureux. Non. Là, c'est très intéressant, enfin intéressant entre guillemets, parce que nous sommes quand même dans une crise des structures. Elles sont dans une intensité terrifiante en ce moment, parce que l'avoir ne signifie plus rien. On voit bien, les gens qui accumulent ne sont pas heureux. Les structures hautes mentent, on le voit chez les politiques. Ils trichent, ils mentent, ils avancent d'un pas, ils reculent de 10, c'est incertain. Ils sont dans des oscillations en permanence. Un coup victime, un coup bourreau, sans arrêt, sans arrêt. Alors c'est intéressant de pouvoir décoder et de voir que ce n'est qu'un mécanisme, mais dont nous sommes les victimes quand même, hein, attention. Hein. C'est une révolution intérieure. Alors ceux qui envoient des messages live, là, nous ne sommes... il y en a un qui demande si nous sommes tous des malades. On répète que quand on dit une psychopathe, il dit vous êtes une psychopathe comme votre père, mais c'est pas psychopathe au niveau internement psychiatrique, ce sont des structures. C'est très banalisé. Rappelez ce que c'est qu'une structure psychopathe, s'il vous plaît, Monique. Une structure psychopathe, c'est une partie, une énergie que le cerveau frontal, en fait, a pétrifié, on pourrait dire. Et l'individu, moi j'en ai rencontré beaucoup, étant donné que j'étais structure maso-dominante, j'allais toujours vers des structures hautes, et en particulier psychopathes, parce que je me sentais terne, sale, souillée, et il me fallait des gens qui brillent. Donc un individu, qu'il soit homme ou femme, à structure psychopathe,
est un individu qui ne cherchera qu'à briller. À tout prix, il brillera. Donc j'ai rencontré des structures psychopathes, si je puis dire, mais je me suis rendu compte au fil de notre relation que souvent ces structures étaient hors sujet. Alors qu'elles m'avaient éblouie par leur savoir, je me suis rendu compte que le savoir tournait toujours dans une seule rubrique. Donc j'ai fini par m'ennuyer. C'était une façade. C'était une façade, comme toutes les structures. Alors, et la structure maso-dominante, me demande Marie, c'est pas une structure, enfin, c'est pas être masochiste. Votre structure maso-dominante, ça vous donnait quoi, Monique? Ah, ben moi, écoutez, on me proposait, je ne sais pas quoi vous dire, on me proposait... J'avais des capacités pourtant, hein. C'est ça qui est terrible, hein, puisque j'avais une structure psychopathe, c'est que j'avais quand même développé des capacités. Je cherchais, mais dès que je cherchais, je me taisais et je retombais en structure maso. C'est-à-dire que si on me disait « qu'est-ce que tu en penses ?» alors que je connaissais la réponse, je ne répondais pas. Parce qu'une voix intérieure me disait « mais tu sais pas, tu es nul, tu as toujours été nul, d'ailleurs, mais t'as vu, t'es moche. » Et voilà, et voilà. Et voilà. Tout le temps la même histoire, toujours le même scénario. Donc toujours le même réel, la même réalité. On va en revenir à ce souffle qui traverse le point douloureux, c'est-à-dire tout ce travail que vous faites sur le souffle. Ouais. Quand les gens commencent à travailler sur le souffle, est-ce qu'ils ont accès par des images ou je ne sais pas à cette peur primordiale dont tout découle? Alors, ils n'ont pas accès à cette peur primordiale, ils ont accès à l'intensité de la peur. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est dans le souffle, c'est trouver la force du souffle. Parce que dans cette violence, ce que je dis souvent, il y a une force, il faut décoder les choses. Dans la violence, il y a la force. Donc nous allons reprendre la force à la violence mentale. Nous allons nous servir de cette force qui est la force de l'instinct vital, qui est la force biologique, qui est la force du système immunitaire. Faut-il que nous soyons violents à l'intérieur pour survivre? Mais nous allons canaliser, domestiquer cette violence. Mais nous allons nous en servir. Elle est belle, elle est grande, elle est forte, elle est sauvage. Je rappelle la phrase beauté sauvage de l'énergie de la peur. C'est vrai que quand on est confronté à une peur qui nous fait... on a trois solutions devant la peur. Ou on attaque, ou on fait pipi dans sa culotte, ou on s'enfuit. C'est ça, les trois solutions. Oui. Il y a quand même... c'est quelque chose qui est... Il y a une beauté, cette beauté sauvage, c'est-à-dire il y a quelque chose on a l'impression de vivre en tout cas. Ça c'est clair qu'on est vivant devant la peur. Vous voyez, Joël, c'est pour ça que je parle vibration primitive de peur. Mais après, en enlevant la peur, on va garder la vibration. Et à chaque fois que cette vibration viendra vers nous, qu'on aura l'impression qu'on va la revivre, on mettra en place un système de défense qui sera nos structures. Ou pas. Ou pas. Si on en est sorti. Si on en sort. Et qu'est-ce que ça nous apporte finalement de se débarrasser de ce système de défense et des structures? Oh, c'est très rigolo. Ah, c'est très amusant. D'abord, on est, je l'entendais ce soir. On est au théâtre, déjà. Déjà, en fait, on pourrait dire que on sort de la dualité, déjà, donc de l'écartèlement énergétique. On s'unifie et on regarde, on observe. Et alors après, il va y avoir une grande évolution au niveau de l'observation. Elle va devenir beaucoup plus fine. Elle va voir ce que l'on ne voit pas. Elle va devenir du discernement. Elle va anticiper. Donc on va... Et c'est d'ailleurs le sujet de mon 3e livre, mais c'est l'évolution d'une capacité de conscience primitive qui va nous faire accéder à l'être. Parce qu'une fois qu'on a vu, qu'on entend que nos organes des sens sont libérés de l'emprise des structures, de ce système énergétivore que sont les structures, alors nous sommes en prise avec l'instant. Nous sommes présents. Nous sommes en conscience et nous sommes présents. Donc nous avons récupéré toute l'énergie. Quelquefois, quand des personnes d'ailleurs sortent
et il y a une progressivité, ça sorte des structures. Elles disent, oh là là, qu'est-ce que je fais comme chose dans la journée, je suis plus fatiguée, j'ai une fluidité énergétique. Enfin, elles parlent peut-être pas comme ça, mais c'est ça la vérité. Elles ont une fluidité énergétique. Elles ont récupéré un afflux énergétique que vampirisaient les structures. Elles n'ont plus à se défendre, elles n'ont plus à attaquer, elles voient, elles entendent, elles sentent, elles reniflent. Alors, il y a donc une préparation préalable nécessaire à tout travail en soi. D'abord, connaître un point immobile en soi, celui qui donne accès justement à la concentration nécessaire, à la préparation du chantier, parce que pour en arriver là où vous dites, il faut pouvoir s'arrêter et il faut pouvoir s'arrêter. Et ça va nous amener justement à ces points d'ancrage et voilà. à ces points d'ancrage. C'est un exercice que je propose que vous donniez à nos auditeurs juste après une pause. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Monique Virelaude ? Oui, bien sûr, ce que vous voulez, Joël. Donc, juste après la minute de pause, ce qui serait bien, c'est qu'il se soit assis, on est d'accord, sur une chaise, ça serait bien. Oui. Est-ce que vous voulez que certaines personnes participent en dehors de moi ? Si vous en avez, là. Parce que oui, j'en ai 3 là qui sont restés exprès, donc je voulais les faire participer. Parce que vous savez, moi, mon ambition, entre guillemets, mon but, c'est de partager. Bon, alors ça tombe très bien, il est 21h49. On fait une minute de pause. Ensuite, vous nous faites le petit exercice de la chaise pour ceux que ça intéresserait, qui voudraient rentrer dans la matière, pour justement comprendre ce que c'est, comment ça se passe. Ça leur donne le temps de s'asseoir sur une chaise. Ils ont juste besoin de s'asseoir sur une chaise. Ils n'ont pas besoin de retirer leurs chaussures. Si, plutôt. Non, enfin, ils s'assoient sur une chaise. Et ensuite, on donnera la parole aux personnes qui ont assisté à vos stages. On est d'accord ? Oui, avec plaisir. On fait comme ça. Alors, une minute de pause. Dès que je vous rends l'antenne, je vous dis de démarrer. Puis, vous faites un petit exercice comme vous faites dans vos ateliers. Puis, ensuite, on donne... On remet des 30 secondes de pause musicale et puis on intervient avec les personnes qui sont chez vous. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, un peu de musique. Monique, vous êtes à vous, Monique. Bon. Donc, nous nous installons le plus confortablement possible sur la chaise, si nous sommes sur la chaise. Les pieds bien à plat sur le sol. Les mains sur les cuisses. Nous prenons conscience des points de contact de nos pieds sur le sol. Nous prenons conscience des points de contact de nos muscles fessiers avec la chaise. Nous prenons conscience des points de contact de notre dos avec le dossier de la chaise. Une sensation de lourdeur peut-être arrive à notre conscience. Nos épaules, notre nuque, notre tête semblent se relâcher, comme attirées vers le bas. Nous prenons conscience des points de contact de nos bras, de nos poignets,
de nos doigts, avec nos cuisses. Avec la conscience des points de contact de notre corps avec la chaise, avec le sol. Nous renforçons notre capacité de concentration. Alors, en suivant les points de contact de notre corps avec le sol, avec la chaise, nous allons nous amuser à dessiner, à relier les points et à dessiner notre enveloppe, une ligne enveloppante que nous appellerons l'enveloppe de sécurité. Visualisation de l'enveloppe de sécurité et sensation de cohésion. À partir de ce fond sensoriel unifié, alors nous pouvons tracer le souffle, les tracés que nous avons choisis, les exercices du souffle que nous avons choisis. C'est donc à partir de ce dépôt énergétique que là commencent les exercices du souffle. Alors peut-être vous pourriez, je suis obligée de faire des bruits derrière vous parce que avec les nouvelles technologies, on n'a plus le droit de s'arrêter. Donc au bout de 30 secondes de silence à l'antenne, nous perdons l'antenne. Donc c'est très compliqué pour faire ce genre d'émission. Donc excusez-moi si vous avez entendu mon souffle derrière, c'est simplement qu'on n'a plus le droit de faire de silence dans le monde où nous sommes. Il faut surtout pas faire silence. Alors que le plus important dans notre vie, c'est justement de faire silence. Sinon, on n'entend pas son truc intérieur, on n'entend pas sa voix intérieure. Donc, est-ce que vous pourriez juste donner un peu plus là, parce que ce qui m'a étonné dans votre façon de respirer, c'est le fait de gonfler les joues, c'est-à-dire pour ceux qui sont encore sur la chaise, de les amener à cette montée du souffle du bas en haut. Oui, ça c'est la première respiration, oui, c'est ça. Bon, alors, la première respiration, c'est celle qui évacue les grandes tensions. Ben oui, mais c'est peut-être un cadeau à faire. Bien sûr, avec plaisir. C'est peut-être une respiration qu'on peut aussi apprendre pour les moments où on est stressé, c'est-à-dire on sait plus quoi penser, c'est-à-dire on sait plus où on en est. C'est une respiration qu'on pourrait pratiquer debout, en marchant partout. Ah oui, tous les exercices peuvent être faits debout, en marchant, et j'invite beaucoup les personnes à marcher. Je leur conseille de marcher 1 heure par jour en respirant avec conscience. Ce sont des exercices physiques. Voilà, ça j'y tiens beaucoup. Puisque nous emparons de la force physique, nous l'avons bien dit. Oui, on est d'accord, on travaille dans la matière. On travaille dans la matière et dans pour que le souffle traverse les points douloureux de la matière, pour la rendre aussi pure et belle qu'elle était avant. Fluide, oui, c'est ça, exactement. Heureuse. Une substance heureuse, voilà, une matière heureuse. Donc, l'inspiration, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, l'inspiration se prend au niveau du ventre, donc inspiration douce, mais en gonflant légèrement le ventre. Inspiration, inspire, je gonfle légèrement le ventre, l'air passe dans mes poumons, et il peut aller au-delà de ma tête si je veux, ou bien rester, justement, puisque vous évoquiez la bouche, au niveau de ma nuque et de mes mâchoires. Donc, inspiration, je gonfle le ventre, poumon plein, je fais passer l'air dans mes joues se gonflent, expire, comme un ballon qui se dégonfle doucement. Oui, voilà. Il éclate pas, il se dégonfle. Voilà, vous savez, c'est un peu le soupir que l'on a. Souvent, on fait... Voilà, je me suis rendu compte de ça, donc je l'ai intégré dans l'exercice. Donc, voilà, ça c'est le premier. Mais je voudrais insister sur un fait, c'est qu'il est bon d'y intégrer une image. La bouteille. La bouteille, par exemple. Il y en a qui n'aiment pas la bouteille. Alors, je dis un vase, je dis une colonne,
en fait, pour aider, si vous voulez, l'énergie à monter, l'énergie à prendre forme. Donc, ça aide à la verticalité. Alors, on peut très bien faire l'exercice de la bouteille, si vous voulez. Allez-y. Alors, inspiration, pendant que je vais pratiquer l'inspiration, j'évoque une bouteille devant moi, ni trop grande, ni trop petite, une taille raisonnable. Et tout en inspirant, je vais remplir la bouteille. Donc, inspiration, arrêt, poumon plein. Je ne pousse pas l'inspiration. Hein. Expiration par les joues et par la bouche. Et on vide la bouteille. Oui, poumon vide, arrêt. Il faut vraiment marquer les temps d'arrêt. C'est la rythmicité, c'est le rythme justement, vous le disiez tout à l'heure, qui va permettre d'entendre la voix de la conscience. Donc il faut vraiment insister beaucoup sur les 2 points d'arrêt. Alors combien de secondes inspire, expire? Ah non, ça c'est selon le confort de chacun. Parce que je vais vous expliquer. Si jamais je disais, allez, inspiration 5 ou 6, en comptant. Inspire. Là, ma structure maso, elle va dire, tu vois, tu arrives pas. Automatiquement, je vais avoir une voix intérieure qui va me dire, tu vois, je te l'avais dit, tu vas pas y arriver. C'est pas pour toi. Hein? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tous ces exercices que vous demandez à faire très très régulièrement, il y a une petite voix en vous qui va vous dire mais non, laisse tomber. Parce que finalement, cet ego, cette structure mentale, elle veut absolument pas changer. Elle a pris, elle a pris le contrôle du corps. C'est le roi. Nous sommes son esclave, donc il n'a pas du tout envie que ça change. D'ailleurs, à ce propos, c'est très intéressant ce que vous dites, bien sûr, c'est que j'apprends justement j'insiste beaucoup, vous avez dû le voir en fin de livre, sur l'expiration. Une expiration peut-être, puisque j'ai parlé de l'inspiration qui est volumineuse, abondante, tout en étant confortable, elle nous hisse vers la lumière, donc tout ça est très fortifiant. Mais l'expiration, il faut la travailler de près, parce que l'expiration, comme on le sait peut-être, c'est le véhicule de la parole. Et c'est aussi l'héritage que l'on a pu conserver du souffle des parents. Nous avons pu avoir, là c'est un peu compliqué, mais nous avons pu hériter de l'expiration d'une structure haute. C'est-à-dire de la parole de la structure haute. La parole d'une structure haute a pu s'infiltrer dans notre expiration. Donc il est très difficile de lâcher prise. C'est pour ça que j'ai fait cette série d'exercices en fin de livre où on fait l'exercice du fil à plomb, où l'expiration descend d'un trait direct, ou bien l'expiration, toujours l'expiration, descend comme un flocon de neige. Elle prend diverses formes. Et ça, c'est très important parce que comme elle est le véhicule de la parole, c'est autant de messages envoyés à l'inconscient que je peux m'exprimer de façon douce. Je ne suis pas obligée de m'exprimer comme s'exprimait la structure psychopathe de mon père, par exemple. Et oui, ça nous parle à tous, ça nous parle à tous. Mais on va peut-être laisser les personnes qui sont chez vous s'exprimer parce qu'il reste peu de temps. Oui. Donc, juste vraiment, peut-être 30 secondes de musique, de manière à ce que la première personne se prépare et on redémarre tout de suite. Vous leur poserez une question ? Oui. Voilà, ce soir, nous retrouvons notre souffle. Finalement, nous ne sommes qu'un souffle du départ de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. On prend son premier souffle, on rend son dernier souffle. Je ne sais pas qui est à l'antenne, c'est une femme. Bonjour, Monique. Oui, il y a de grandes chances que ce soit une femme, puisque comme le disait Monique Virolot, dans ses cours, elle a 90% de femmes. Donc, vous vous appelez aussi Monique. Exactement. Et donc, vous avez suivi les cours de Monique Virolot. Et qu'est-ce que ça vous a donné ? En suivant ces cours, moi je suis Monique depuis plusieurs années
Et elle évolue au fur et à mesure où ces cours, où elle travaille sur elle et où on travaille sur nous, puisque c'est fait de beaucoup d'échanges. Pour moi, l'événement majeur est là où le changement s'est fait, c'est surtout quand elle a commencé à aborder les structures mentales, en fait. Et pour moi, ça a été une vraie révolution, une vraie révélation. Et voilà, et le travail du souffle avec la compréhension des structures me paraît indissociable, en fait. Le souffle seul ne suffit pas. Donc, en fait, en y mettant la compréhension des structures, eh bien, j'ai pu me rendre compte de profonds changements pour moi et autour de moi d'ailleurs, puisque en modifiant sa perception, la perception des autres aussi se modifie finalement. On rayonne un peu plus autour de nous et en fait on transmet d'autres messages, on véhicule d'autres messages. Vous arrêtez de retransmettre les messages des structures de vos parents ou de vos arrière-grands-parents. Voilà, par exemple. Voilà. En fait, les schémas, on change de schéma de fonctionnement. On reprend son cours de vie normal, le cours de l'être, ce qu'il devrait être, quoi. Sa liberté. Sa liberté, exactement. D'être et d'expression. Okay. Et surtout, ça mène à une paix, une grande paix intérieure. Ça, c'est très important. Donc, vous pratiquez combien d'heures par jour ? Alors, le matin, par exemple, ça c'est un rituel. Le matin, la respiration du matin, la programmation aussi, je me programme pour la journée. Chacun a ses propres méthodes. Et puis, dès que l'occasion se présente, je fais tel ou tel type de respiration, celle qui va m'apaiser le plus. Alors, j'ai 2 ou 3 respirations fétiches, on va dire, qui me permettent de me recentrer immédiatement. Et surtout dans la vie professionnelle, on dira, puisque c'est plus compliqué quand on est dans un rôle professionnel et quand on est en contact notamment avec des gens tout au long de la journée. Donc c'est important de pouvoir se recentrer, le contact du corps sur la chaise, par exemple, comme l'exercice que Monique a présenté tout à l'heure. Voilà, et puis bien sûr, au cours de marche, dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie privée, bien sûr, au cours de longues marches dans la nature, et puis pendant les cours de sophrologie avec Monique également. C'est l'entraînement quotidien, c'est une hygiène de vie en fait. Et donc le matin, ça vous prend combien de temps, 5 minutes ? Oui, c'est au lever du... Oui, c'est ça, 5 minutes, c'est-à-dire c'est un peu comme se laver les dents, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu nettoyer c'est un peu comment dire, c'est faire un balayage pour de manière à rester conscient qu'il faut rester conscient du souffle et... En relation avec... C'est tout à fait ça. Ça. Il y avait une belle chose dans le livre de Monique, une comparaison entre méditation et puis avoir conscience de soi. Je retrouve pas, mais c'est bizarre. Vous disiez, je vais le faire de mémoire, que c'est très 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 étrange qu'à chaque fois qu'on essaye d'être dans l'immobilité, et ça, tous ceux qui ont essayé de méditer ou de se calmer 5 minutes se rendent compte à quel point l'esprit s'affole, à quel point on a des milliers d'idées, qu'on n'arrive pas à rester immobile. Donc j'avais trouvé ça intéressant, donc peut-être de trouver le calme avec le souffle. Oui, absolument, c'est exactement ça. En fait, c'est de rester recentré, en fait, de pas se laisser happer par l'extérieur, par les oscillations. Donc c'est d'être au maximum centré sur soi tout au long de la journée pour aller à l'essentiel et pour ne pas se laisser attraper par la structure des autres et ne pas être victime de ses propres structures, en fait. Il faut arriver à un calme intérieur, une paix intérieure, à être plus dans l'écoute aussi, moins parler, pour une structure naso, par exemple. Voilà, et automatiquement, plus on est centré sur soi, plus on est à l'écoute, plus on va développer sa perception, sa compréhension des événements, ce que disait Monique tout à l'heure, et plus on va développer une forme d'intuition également. Oui, puisqu'on va regarder la situation comme si on était un spectateur. Exactement. On va pas tout de suite rentrer dans le jeu. Tu m'as dit ça, je te dis ça. Exactement. On n'est plus dans la réactivité. Voilà. Je vais vous passer mes... Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vais exprimer. Merci. Merci. Quelle est la deuxième personne qui arrive ? Bonjour, c'est Mélanie. Mélanie. Alors Mélanie, vous êtes... qu'est-ce que ça vous a apporté, ces exercices du souffle avec Monique Virolaude ? Pour moi, ce
être à une structure schizo en maturation qui va vous parler. Donc, pour ma part, c'est plutôt une pulsion de vie qui est là. Un sens à son existence et donner une direction, un mouvement. Apprendre à rencontrer les gens, à être attentif à soi. Monique vous a parlé, les deux Monique vous ont parlé d'intuition, d'écoute. Voilà, pour moi ça se situe à ce niveau-là. Et la vie qui est là, en soi, en nous, la joie, vous l'avez évoqué également. Donc voilà, c'est les points principaux qui m'ont fait grandir. D'accord, donc vous aussi vous pratiquez une sorte de méditation du souffle le matin pour vous mettre en condition? Absolument. Ça devient une habitude, un mécanisme de vie en fait, vraiment. Donc également tous les matins j'ai mon rituel, donc je commence par mes respirations. Et puis après tout au long de la journée, c'est vraiment une attention à soi. C'est une attention à son corps, à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent, à ce qu'on reçoit des autres aussi, et ce qu'on peut renvoyer également. Et ça, j'aimerais bien. D'exercice respiratoire. C'est vraiment un regard sur soi et sur les autres qui se développe également. Alors, être conscient de ce qu'on envoie aux autres, c'est quoi? Par ses paroles, par ses gestes? Comment vous arrivez à être conscient de ce que vous envoyez aux autres? C'est une posture. Tout à l'heure, vous avez fait... Monique vous a fait l'exercice de la chaise. Donc, le premier contact qu'on a, en fait, c'est... Voilà, on sait qu'on est en contact avec la matière, on est là. Et forcément, ça crée une centration, une verticalité qui est là. Donc, à partir de là, nos propos vont être centrés, mesurés. Voilà, il y a une attention qui est là et on peut prendre de la distance sur les choses. Oui. Donc, ça rejoint... Elle dit la posture intérieure, elle le dit pas fort, mais moi j'ai des grandes oreilles. Absolument, c'est la posture qui est là, mais c'est ça naît de cette posture intérieure qui est là. Il y a une verticalité en soi, et puis il y a cette horizontalité aussi qui est là par les respirations transversales. Donc en fait, chaque partie de notre corps est mobilisée. D'accord. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Et je vais vous passer Claire qui vous apportera. Merci. Merci Mélanie. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Oui, je vous entends Claire. Et tout le monde vous entend. Bon, alors moi ce que je pourrais rajouter, c'est que je suis une des petites dernières du groupe. Mais que dans ce groupe, j'ai trouvé ce que quelqu'un a dit une fois, des sortes de respiration, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de partage. Mais j'ai trouvé une grande sérénité que je peux rapporter chez moi, dans mon travail et dans mon quotidien. De par la pratique des respirations, il y a tout ce qui est accueil des sensations et écoute de moi-même, mais aussi des autres. Et j'ai trouvé plus particulièrement une sérénité dans le fait de faire les choses en conscience et de ne pas être dans l'appréhension et dans la peur en permanence, dans la peur de ce qui peut arriver, dans la peur de ce qui est arrivé. Et voilà, j'ai réussi à être aussi dans une posture intérieure au quotidien. Mais qu'est-ce qui vous gênait dans votre vie pour que vous ayez envie d'aller voir un peu ce qui se passe du côté du souffle? Ce qui me gênait, c'était les oscillations entre mes structures basses et mes structures... Oui, mais ça, avant de rencontrer Monique, vous ne saviez peut-être pas que vous aviez des structures basses et hautes. Non, mais comme elle a pu vous le dire tout à l'heure, il est vrai que j'étais une fois dans le bas, une fois dans le haut, une fois dans le bas, et ça a pu, à un moment donné, descendre très bas. Vous étiez quoi, un peu en dépression? Vous vous sentiez pas bien dans votre vie? Oui, c'était ça. C'est ça. J'étais arrivée à un moment où j'avais du mal à donner du sens à ma vie, et puis à voir les choses sans une peur en permanence. Bon, donc vous aussi, vous faites à peu près 5 minutes de respiration
par le matin, ce qui vous permet de vous brancher, on peut dire, au souffle. Et l'intérêt, c'est d'être conscient un peu dans la journée. D'après ce que j'ai compris, on se rebranche à la posture, qu'on soit debout ou assis. Hein. Oui, voilà, ça peut être debout, assis ou alors en marchant. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, en tout cas, c'est en marchant ou en mouvement. Par contre, ça peut être le matin, mais ça peut être à tout moment de la journée où je peux le reproduire. Je peux même l'utiliser en parlant avec quelqu'un. Ça me permet de me recentrer. Ça vous donne plus de force et de sérénité. Et ça me permet d'écouter aussi. Et d'être vraiment en conscience et d'être complètement concentrée. Ben, je vous remercie, Claire. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Juste 15 secondes avant de reprendre Monique. Donc Monique, il nous reste un petit quart d'heure à peine. Vous êtes revenue à l'antenne. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous dites il y a un tel bonheur dans nos jeux respiratoires qu'il semble qu'un accord tacite ait été signé entre le souffle, l'imaginaire et l'énergie. C'est vrai. Nous voyons nos cris se défaire, nos brisures se raccommoder par des respirations transversales qui couperont la tête à nos va-et-vient mentaux, aux oscillations mécaniques de nos structures. Voilà, donc c'est un jeu, il faut prendre ça comme un jeu. Mais vous savez, Joël, tout est jeu. Hein. De toute façon, si c'est pas un jeu, c'est pas la peine. Hein. Mais même, je vois dans les groupes et dans leur évolution, quand on parle de la peur, comme vous en ont parlé mes amis, là, qui deviennent des amis, bien sûr, très proches, nous jouons. Et alors, tantôt, l'une va dire, oh là là, cette semaine, figurez-vous que ma structure maso ou ma structure orale, eh ben voilà, elle m'a fait dire ceci, ou j'ai rencontré une structure rigide, alors là, voilà. Et alors là, il y a un descriptif des comportements qui amuse. Donc, nous jouons de la peur. Nous jouons avec la peur. C'est encore une joie, là, d'avoir pris cette distance avec l'ego. Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous ne faites pas avoir encore de temps en temps, finalement ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours maître des structures des autres, de vos propres structures, où il n'y a pas un moment où, quelque part, où vous faites vraiment avoir ? En ce moment, je ne me fais pas avoir trop. Mais il m'a fallu du temps, quand même. Non, mais là, je respire tellement. Là, puis là, vous savez, j'ai beaucoup évolué là dans ce 3e livre qui est sur la contemplation. Donc là, vraiment, j'ai un tel regard sur le diaphragme que je crois que non, ça ne me touche plus, ça ne me blesse plus, je ne suis plus admirative. Vous ne nourrissez plus la structure de l'autre, ça c'est déjà une bonne chose. Alors qu'est-ce qui fait l'autre quand sa structure n'est pas nourrie ? Oh, alors là, il faudrait une émission de plus, Joël. Alors, bon, j'ai pas toujours réussi, moi, dans mes relations, et quand même, j'ai eu affaire à des structures hautes résistantes, que je n'ai pas pu aimer. Voilà. Donc, tant pis. Mais ma structure maso n'en a pas souffert. Oui, l'intérêt, c'est de ne pas nourrir la structure de l'autre. Parce que si vous la nourrissez pas, il y a de grandes chances que cette structure, elle se nourrir ailleurs. Et si plus personne la nourrit, cette structure va finir par mourir. Donc, l'intérêt, ça serait de... Quand même, il y a presque une justice, on va dire. Parce que quand même, les structures hautes ou basses se cognent. Elles n'ont pas la plasticité de la matière. Elles n'ont pas la plasticité de l'élan vital. Donc, à un moment donné... Elles se cognent aux événements. Elles font tout pour se cogner d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec l'instant présent. Donc il y a toujours des chocs. Alors, moi je souhaite qu'il y ait des chocs, je souhaite qu'il y ait des ruptures, je souhaite qu'il y ait des maladies pour que les gens s'éveillent à leur conscience. Mais il y a des arrêts, il faut des arrêts à un moment donné. Je le dis d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans le premier ou le second livre, mais... Et le premier mot qu'il faut dire, c'est arrêt. Vous le dites dans les 2 livres. Comment ? Vous le dites dans les 2 livres. Vous le dites à la page 11, dire arrêt. Opérer la dualité qui nourrit les 2 camps du second sac.
un en bas, l'autre en haut. Voilà, donc arrêt. L'intérêt, c'est de vouloir dire stop. On peut aussi nourrir les structures et rentrer dans la colère de l'autre ou se faire bouffer par l'autre. Mais si on n'en a pas conscience, de toute façon, on laisse faire. Mais dans la mesure où on en prend conscience, on peut dire stop. Voilà, mais attendez, on dit stop intérieurement, hein. Ah oui, on le dit pas à l'autre. Ah non, on le dit pas à l'autre parce que là, il va y avoir une réactivité. Mais dans la mesure où l'autre, il voit que vous n'avez pas le même comportement que vous aviez avant, il va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Si vous nourrissez plus sa structure, qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est sûr. Ah, selon chacun, selon l'intensité de la structure de chacun. Il y a des couples qui étaient faits de structures maso-dominantes et structures rigides dominantes qui se sont bien améliorés. Il y a des couples qui se sont séparés. Ça dépend ça dépend. Mais en général, quand même, chez moi, il y a un pourcentage d'amélioration dans les couples. Mais bon, je ne vais pas généraliser. Et si un change, l'autre change aussi, puisque si vous répondez pas à l'insulte, et si cette insulte vous touche plus, l'autre aura peut-être moins envie d'insulter. Tout à fait. Mais une structure rigide en face, c'est pas facile, quand même. Hein. Parce que si la structure maso tout d'un coup se tait, la structure rigide, elle peut devenir beaucoup plus agressive. Donc là, je leur conseille de passer par le corps, de toucher. Une structure haute, ça se touche. On ne répond pas verbalement, on ne fait pas forcément un grand silence parce que il n'y a que la parole qui leur sert d'outil. Mais il faut toucher. On touche le bras, oui, ah bon, voilà, on suggère, ah bon. Mais on touche le corps parce que chez les structures hautes... Oui, mais attendez, moi je vous arrête. Il peut y avoir une structure maso, quand vous touchez le bras, on vous pousse, d'une pichenette, on vous dit « me touche pas », etc. C'est-à-dire que la réaction de la structure haute, elle peut être très violente. Elle n'a pas envie d'être touchée, puisque c'est justement ce qui pourrait la toucher. Non. Absolument. Mais il faut être très discrète, hein. Très, voilà, juste à peine effleurer, si vous voulez, mais ne pas répondre. Il ne faut pas de joute verbale. Ou changer de pièce. Il faut quitter, il faut fuir. Voilà. Pas fuir, hein. Avoir la conscience que l'on prend une distance. Non, ne fuit pas. On n'est pas schizo, là. Il va vous suivre. Je veux dire, il va vous poursuivre jusqu'à temps que vous réagissiez. Non, on va pas... On rigole, mais bon, il y a des femmes qui doivent comprendre ce que je suis en train de dire, là. Ouais. C'est un peu le lapin et le chasseur, hein, c'est-à-dire... Comme pour les structures maso. Souvent, je le dis, d'ailleurs... On parle des femmes maltraitées, même des hommes maltraités. Mais en fait, souvent, ce sont des structures maso qui cherchent des structures hautes pour se faire maltraiter. Et la femme ou l'homme, parce que ça arrive aussi de part et d'autre, quittera son conjoint, mais prendra le même. Oui, puisqu'on essaye de réparer des choses, c'est des structures de réparation, au même titre qu'on dit qu'une fille d'alcoolique, il y a de grandes chances qu'elle épouse un alcoolique ou un homme qui le devienne. Donc, voilà. Parce que quelque part, il faut qu'elle répare son enfance, mais on a du mal à en sortir de tout ça. Il faut déjà en prendre conscience. Le premier point, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, c'est de confier tout ça au souffle. Alors, le premier livre que vous aviez écrit, c'était Vaincre la peur. Hein, c'est ça. Non, C'était Vaincre la peur. Hein, qui était aux... Le premier, c'était aux éditions du Relier. Vaincre la peur. Le deuxième, Quand le souffle traverse un point douloureux, vous êtes en auto-édition. Donc, comment le trouver, ce livre ? Il faut me le commander. Je fais des salons, je fais des conférences, je fais des stages. Je vais à Paris, là, prochainement, au mois de mai. La revue du 3e millénaire me fait une grande place. Et donc, dans la revue, et ils me font faire un stage aussi. Je vais faire un stage à Paris, voilà. Et à Montparnasse, une conférence le 29 mai. Je fais des salons. Pour le moment, non, j'ai été un peu déçue par les éditeurs, alors je préfère le vendre toute seule. Vous n'êtes pas la seule. Donc vous donnez quand même des ateliers.
Oui. Quand on m'appelle, je viens, de toute façon. Hein. Mais vous n'avez toujours pas de site ou de... Non. Bon, ça viendra. Ça serait bien, parce que comment savoir? Donc, il n'y a qu'un Facebook pour l'instant, mais vous n'êtes pas la seule Monique Virolaude, alors ça se complique. Donc, on peut peut-être donner votre adresse courriel. Oui. Donc, M, tout simplement. Voilà. Le M de Monique, tout attaché, Virolaude, Virelaude. Donc, M, Virolaude, sans point entre les deux. Non. @gmail.com. @gmail.com. M, Virolaude. Oui. Donc, vous venez en fin mai. 29 mai, je viens à Paris faire une conférence à Montparnasse. Faites un blog, vous pourrez au moins l'annoncer sur votre blog. C'est facile de faire un blog. Je l'annonce sur Facebook, je l'annonce. Parce que je suis quand même très Facebook. Et comme je fais des tableaux, je partage beaucoup mes tableaux. Donc, je suis sur Facebook. Alors, et là, je vais faire des salons à Toulouse. Salon Vivre Nature, salon bio, salon des seniors aussi. Ce week-end, là, je pars 3 jours faire 2 conférences et présenter mes livres. Et vous illustrez la poésie de Saint John Perse. Pourquoi lui et pas un autre? Parce que cette poésie me plaît, elle a de l'espace, elle a de la hauteur, elle a de l'envergure, elle est vaste. Je crois que c'est lui qui m'a tenu lieu de maître. Avec Bachelard. Dernière question d'Annie sur Internet. Elle vous demandait si haut, bas, c'est ces structures basses et ces structures hautes, ça aurait un rapport avec les bipolaires. Un peu, oui. Un peu, oui. Mais disons qu'il faut travailler la plasticité, justement, vous voyez, de ces hauts et de ces bas, de cette matière, avant de casser la conscience. Oui, puis là, on a vraiment résumé en très peu de temps beaucoup de choses qui sont intéressantes dans le livre. Parce que l'intérêt, c'était aussi de faire une immobilité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. On va bientôt terminer l'émission. Au démarrage de votre 2e livre, vous dites qu'un joli conte murmuré par votre souffle, comment déchiré par la peur, par l'histoire, le sac se métamorphose en une enveloppe de sécurité. Voilà. Ce joli conte, c'est celui qu'on s'est raconté pour essayer de pallier à cette peur primordiale. Vous savez, tous ces contes de fées, là. Donc, on s'est fait on a mis notre peur dans un sac. Donc, vous dites un joli conte murmuré par votre souffle. C'est vrai que le souffle s'arrête quand on a peur. On est comme ça. Oui. Comment, déchiré par la peur ou par l'histoire, le sac dans lequel on a mis tous nos fantômes se métamorphose en une enveloppe de sécurité. C'est retrouver un peu sa virginité, son enfance, comment dire, dans le mot virginité, c'est retrouver un peu, tout retrouver. Et d'ailleurs, donc pour terminer, dans le 3e livre, alors je crois que c'est celui qui explose le plus là, parce qu'il y a des exercices qui sont très forts, je trouve, qui sont limite de la transe d'ailleurs. Et voilà, pour aboutir dans ce que je disais précédemment à une haute capacité de conscience qu'est la contemplation. C'est normal. Et donc, moi je rappelle, on n'en a pas parlé, que vous avez des CD aussi qui permettent de faire les exercices en vous écoutant. Et vous conseillez à ceux qui achètent le livre de enregistrer avec leur voix sur des magnétophones les exercices. Oui, c'est pour ça que je les ai décrits quand même amplement, les exercices. Donc vous avez 2 CD qui sont avec le 2e livre, je crois. Oui. Ou tout seul. Le premier et le second, en fait, oui, avec le second. Et là j'en fais un 3e d'ailleurs, qui accompagnera le 3e livre. Merci Monique Virolaude. C'est moi qui vous remercie, Joël. J'ai passé un bon moment avec vous. Moi aussi, puis j'espère que les auditeurs aussi. J'espère. Et puis les personnes qui étaient avec vous, Monique, il y avait aussi Marilyn, je crois, et Claire. Mélanie, 2M, donc Mélanie et Claire. Merci à toutes les 3. Merci beaucoup, Joël. Merci. À bientôt. Et bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Merci.
papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson. Quand j'aurai fini d'en finir, entre les larmes et les sanglots, je viendrai vers toi sans rien dire et flotterai comme un drapeau. Et dans un signe de la main, entre les vapeurs de l'encens, je sais que tu me verras bien, tu sauras que je suis vivant. De l'autre côté de la vie, des mots de lumière je t'écris, entre le silence et la nuit. De l'autre côté du miroir, si tu fermes les yeux, tu peux me voir. Quand j'aurai fini de parler, que je n'aurai plus rien à chanter, alors j'attendrai l'ascenseur, et qu'importe le temps est là. Si c'est à Paris dans mon lit, ou dans un pays loin d'ici, ça n'est qu'un contrat qui se termine, mais surtout à la fin du film,